Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle, on va voir, comment investir 10 000 € Au travers de cette vidéo, je vais vous présenter 3 stratégies. On va voir, je vais me retrouver dans l'une des 3. On démarre avec un avertissement, je ne suis pas conseiller financier et cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais a uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez responsable de vos investissements. Alors imaginez, vous venez de recevoir 10 000 € et vous vous demandez: «Que faire de cette somme?» Alors, une première possibilité, c'est par exemple d'acquérir une œuvre d'art ou une voiture de collection. Alors j'ai mis «voiture de collection» entre guillemets. On a un exemple, hein, pour un budget de 10 000 €. Alors vous pouvez bien sûr acheter une très belle œuvre d'art qui vaudra peut-être dans le temps beaucoup plus, ou alors une voiture de type, par exemple ici une 2 chevaux, 10 000 €, année 78, 92 000 kilomètres, essence, boîte manuelle. Voilà, vous pouvez vous faire plaisir. Peut-être que votre 2 chevaux dans 10 ans ou dans 20 ans en vaudra un peu plus. Ou alors, vous pouvez décider d'investir dans un produit financier. Dans ce cas, une question se pose, est-ce que j'investis dans des actions, dans des SCPI, dans des cryptos, dans d'autres, produits financiers? Eh bien, c'est ce qu'on va essayer de voir au travers de cette vidéo. Alors la première chose qui est important avant même de démarrer ses investissements, c'est de déterminer son profil et son style d'investissement. Alors il y a une échelle qui est souvent utilisée au niveau financier, donc c'est une échelle qui va de 1 à 7 au niveau des risques, sachant que 1 c'est le risque le plus faible et 7 c'est le risque le plus élevé. Donc la question, qu'on doit se poser au niveau, du profil de risque, eh bien c'est où est-ce qu'on se situe au travers de, cette catégorisation ou cette échelle. Donc moi, à titre personnel, je me situe plutôt entre 4 et 5. Je dirais c'est un profil équilibré, donc je vais plutôt prendre des risques sur une partie de mon portefeuille, mais globalement, j'ai plutôt une démarche assez conservatrice. Donc ce qu'il faut faire attention, c'est que parfois, on a tendance à surestimer, notre tolérance aux pertes, hein. Donc parfois même, on peut s'aider, soit, de quelqu'un de la famille qui nous connaît bien ou, d'un ami pour essayer, d'évaluer de manière un petit peu objective, quel est, notre profil, notamment notre profil d'investisseur. Le deuxième point qu'on va regarder, c'est l'horizon de placement. Alors ça, c'est très important. Pour moi, c'est même primordial parce que en fonction de votre horizon de placement, vous n'allez pas, on va dire investir dans les mêmes produits. Donc on va voir ce qu'on va appeler le court terme, c'est-à-dire inférieur à 3 ans. Il faut prendre relativement peu de risques. Par exemple, notamment, si vous êtes dans un projet, d'achat immobilier, dans ce cas, si votre achat va s'effectuer d'ici 3 ans, idéalement, ce serait au niveau de vos investissements de prendre très, très peu de risques. Ensuite, le deuxième niveau, c'est le moyen terme, donc entre 3 et 10 ans. Donc là, on va rechercher un équilibre entre sécurité et performance. Et puis, si vous avez un horizon long terme, ce qui est mon cas, donc un horizon beaucoup plus lointain, c'est-à-dire supérieur à 10 ans, donc là, on va tout à fait opter pour la prise de davantage de risques. Pourquoi? Parce que globalement, s'il peut y avoir des crises relativement graves, généralement, celles-ci, elles sont gommées sur les investissements sur un horizon moyen-long terme. Un point qui est également très important, c'est de comprendre, la raison pour laquelle on va investir dans les supports financiers. Alors le premier point que je voudrais mettre, en avant, c'est l'inflation. Alors vous avez ici l'évolution de 2 éléments. L'inflation, donc c'est ce que vous avez tout en bas globalement depuis 2018, l'inflation est comprise entre 0 et 6. On a eu notamment les années 2022 et 2023 qui ont culminé à plus de 6. Et puis le deuxième point, c'est l'indice des prix, c'est-à-dire l'augmentation des prix. On peut voir quand même qu'on est, sur un niveau relativement élevé, puisque, à partir des années 2020-2021, on est sur une tendance quand même relativement élevée de l'ordre de 4 par an. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on raisonne en termes de pouvoir d'achat, tout placement dont le rendement est inférieur à 4, eh bien, annule complètement, l'augmentation de votre pouvoir d'achat. Donc, il est très important, de pouvoir trouver des placements dont le rendement permettra, au moins sur le moyen long terme,
d'avoir un rendement supérieur à 4. Alors on va regarder les règles d'or, il y en a principalement 2 lorsqu'on investit. La première, c'est la diversification de son patrimoine dans le temps. Alors vous avez ici un exemple, de répartition, on va dire très étendue d'un patrimoine. Alors ça correspond, à un patrimoine qui peut être relativement élevé. On va voir, 1er point, la résidence principale. Alors je sais que c'est toujours un élément de discussion, même si une résidence principale n'est pas un actif. En tout cas, en termes de gestion de patrimoine, c'est quand même un élément clé pour différentes raisons. Alors la première, lorsque, vous allez être à la retraite et que vos revenus vont baisser, le fait de ne plus payer, de, loyer, notamment si vous avez terminé de rembourser votre résidence principale, c'est quand même un élément à prendre en compte, comparativement à une même personne qui devrait, verser un loyer. Donc je prends un exemple, si vous avez 3 000 € de retraite et que votre loyer est de 1 000 €, votre reste à vivre est de 2 000 €. Si, vous possédez votre résidence principale, vous avez, globalement ces 3 000 € en reste à vivre. Alors bien sûr, la différence entre les 2, ça peut être, tout ce qui est taxe foncière, que le locataire ne paye pas, mais indirectement, le propriétaire intègre ces notions dans le loyer. Le deuxième point qu'on va retrouver, c'est par exemple de l'assurance vie. En France, nous sommes les champions de l'assurance vie. Alors généralement, c'est plutôt, les personnes qui ont un certain niveau de capital. À titre personnel, je suis propriétaire de ma résidence principale, mais je ne possède pas d'assurance vie. Par contre, j'ai investi de manière relativement significative dans des SCPI. Ensuite, le 4e poste, ce sont les actions à hauteur de 10. L'immobilier locatif, alors la différence avec les SCPI, c'est que c'est de l'immobilier locatif physique, c'est-à-dire vous avez un locataire qui vous paye des loyers et ensuite on va retrouver, un ensemble, de, placements, notamment des livrets. Alors en France, on a un certain nombre de livrets qui permettent de manière sécurisée, de disposer, de liquidités rémunérées et puis si on regarde dans les placements un peu plus exotiques, on va retrouver par exemple des parts de GFI. Ça correspond à des groupements forestiers, ce qui permet notamment d'avoir des avantages fiscaux et puis, il y a des nouveaux placements qui sont apparus tels que, la crypto ou encore le crowdfunding. La deuxième règle d'or, c'est ce que j'appelle la pyramide des investissements. Donc le premier investissement de base qui est nécessaire avant même de démarrer, d'autres investissements, c'est l'investissement dans la résidence principale et le matelas de sécurité. Alors la résidence principale, le gros intérêt de démarrer très tôt l'acquisition d'une résidence principale, c'est que ça permet, une fois que celle-ci est remboursée en termes de crédit, et bien, de disposer, d'une absence totale de loyer. Le deuxième point aussi, en termes de patrimoine, c'est qu'aujourd'hui, telle que la fiscalité existe en 2025, vous êtes exonéré de plus-value lorsque vous revendez votre résidence principale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire clairement qu'au moment, par exemple, du passage à la retraite ou alors lorsqu'il y a une évolution dans votre vie, lorsque, vous vendez votre résidence principale, généralement, à moins d'avoir fait un mauvais achat, mais généralement, vous avez une très belle plus-value, ce qui vous permet notamment, si vous passez sur, par exemple, une maison ou un appartement qui correspond à vos besoins du moment, et bien, de disposer d'un volant de liquidité qui vous permettra, par exemple, de les placer sur d'autres produits financiers qui pourront alors vous rapporter, donc un rendement, bien sûr, très supérieur, à ce que peut, vous ramener votre résidence principale, c'est-à-dire l'équivalent des loyers. Le matelas de sécurité, c'est très important, hein, puisque ça vous permet de faire face aux difficultés du quotidien. Donc on dit souvent, qu'il faut avoir entre 3 et 6 mois de salaire en matelas de sécurité. Dans ce cas, on va tout simplement en disposer sur, des co-devis par exemple ou tout simplement sur des livrets, rémunérés. Alors certes, ils sont très peu rémunérés, mais ce qu'il faut, savoir, c'est que, l'intérêt de disposer des liquidités, c'est qu'on n'est pas du tout dans l'insécurité financière. Le deuxième niveau de la pyramide, c'est là où on va commencer à investir de manière importante. Donc ce sera tout ce qui concerne donc la bourse avec les actions,
Ça peut être l'immobilier papier, les SCPI, l'immobilier physique, l'achat, d'un appartement, d'un immeuble ou d'une maison en vue de le louer. Alors soit en location, par exemple, meublée ou soit en location nue ou éventuellement de faire, une approche de type, Airbnb. Ça peut être également l'investissement dans les obligations d'État. Alors, faut faire attention aux obligations, hein, puisque, les États sont très endettés. Aujourd'hui, il y a aucun problème pour rembourser les obligations. Ce sera peut-être pas le cas dans quelques années. Et puis enfin, les FCP, les fonds communs placement, qui peuvent être, logés, par exemple, dans des PEA, dans des PEA-PME ou alors dans de l'assurance vie. Et enfin, donc tout en haut, au niveau de la pyramide, c'est lorsqu'on a, effectué, le plein sur la partie, des couches basses de la pyramide. C'est toute la partie crypto, crowdfunding, collection, œuvres d'art et cetera. Donc là, on peut tout à fait diversifier, pour essayer également d'améliorer le rendement de ces investissements. Alors, je vais vous proposer 3 stratégies qui correspondent à des approches court, moyen et long terme. La première stratégie consiste, et généralement, c'est ce qu'on fait lorsqu'on débute avec un petit capital, c'est par exemple d'investir 100 dans des ETF en mode DCA. Alors, je vais détailler ensuite chacune des stratégies. La deuxième stratégie consiste à commencer à diversifier. Donc là, on est plutôt sur le moyen terme, 60 en actions ou ETF et 40 en SCPI. Et la troisième stratégie, donc là, on est plutôt dans une stratégie où on a, on va dire, un patrimoine un peu plus important et un peu plus mature. On va avoir 40 d'actions ou ETF, 40 de SCPI, alors SCPI ou investissement immobilier, 10 en crypto et 10 autres placements financiers. Alors, dans cette vidéo, je ne vais pas parler du véhicule. Le véhicule, ça peut être, par exemple, sur des actions ou des FCP, ça peut être un plan d'épargne action, ça peut être un compte titre ordinaire, ça peut être de l'assurance vie. Je ne vais pas rentrer dans le détail sur le support. La première stratégie qu'on va voir, donc c'est 100 ETF en mode DCA. Je vais prendre un exemple. Vous avez un ETF, donc le code c'est EWLD, donc c'est un World basé donc sur le développement, au niveau monde, même si en termes de capitalisation, on va retrouver principalement des sociétés américaines. L'idée ici, c'est, plutôt de faire de l'investissement one shot, c'est d'investir pendant 12 mois. On a donc 10 000 €. Je vais diviser ces 10 000 € par 12, ça fait à peu près 800 € par mois et tous les mois, de manière systématique, je vais investir 800 €. Ce qui permet éventuellement d'amortir, un choc éventuel sur, l'économie. Donc si l'économie baisse dans la période des 12 mois, eh bien tant mieux, vous aurez fait une moyenne à la baisse. Et puis si l'économie, monte très, très fort, eh bien vous avez acheté régulièrement, par exemple ici, l'ETF, de manière à accompagner la hausse. La deuxième stratégie consiste à commencer à diversifier. Donc là, on peut tout à fait, alors c'est 60 actions, 40 SCPI, donc l'horizon supérieur à 7 ans. Donc là, pour les 60 en actions ETF, on peut faire un mix actions et ETF. Alors l'intérêt des actions, c'est de faire ce qu'on appelle le stock picking en sélectionnant des actions qui battent leur indice de référence. Par exemple, si on parle, d'un portefeuille dans un PEA, donc des actions européennes, on va prendre soin de sélectionner des actions qui, globalement, font mieux que l'indice, hein, puisque s'ils font moins bien que l'indice, dans ce cas, autant prendre directement l'indice. Et puis on va garder cette méthodologie de lisser son entrée en plusieurs mois ou en plusieurs trimestres. Alors, si vous ne savez pas comment sélectionner, vos valeurs, donc il faut regarder 2 choses. La première, c'est l'analyse fondamentale, donc des sociétés solides du point de vue financier, et le deuxième point, c'est ce qui fait par exemple partie de la méthodologie que j'ai développée, c'est d'utiliser, par exemple, des indicateurs graphiques comme les droites de régression, donc qui permettent notamment de savoir
Quelle est la croissance moyenne d'une action sur un horizon moyen-long terme? Est-ce qu'elle fait mieux que son indice de référence? Et puis, est-ce que le cours actuel est au-dessus ou en dessous d'un prix moyen compte tenu de l'évolution de la croissance du modèle? Dans cet exemple, j'ai pris Air Liquide, donc qui a une croissance du modèle de 9,43% hors dividende. Donc on est au-dessus du CAC 40 qui fait dividende réintégré de l'ordre de 8,4% de croissance annuelle. Et puis, si vous regardez à droite, donc vous avez le nombre d'écarts types ici, moins 0,13, c'est-à-dire que le cours actuel est légèrement inférieur à un cours théorique. Alors tout ça, je le développe dans mes différentes vidéos. J'ai également des abonnements qui permettent donc d'avoir un suivi de tout mon portefeuille, donc je partage en temps réel. Donc ça, c'est l'abonnement premium et puis pour ceux qui veulent accéder au tableau de bord, droite de régression, vous avez un abonnement premium plus. Alors le deuxième point de cette stratégie, donc c'est d'investir dans des SCPI. Alors SCPI, c'est quoi? C'est de la pierre papier. Alors je vous ai mis un exemple ici de SCPI. Donc l'intérêt, par rapport aux actions au niveau des SCPI, c'est que vous allez bénéficier de l'effet de levier avec un financement par prêt, bancaire. Effectivement, les banques autorisent, par exemple les particuliers, à acheter des SCPI et à les financer, même à hauteur de 100 par un prêt bancaire. Alors là, il faut tout simplement comparer le taux de distribution de la SCPI par rapport notamment au taux, de votre prêt bancaire. Alors, bien sûr, il faut que le taux de distribution de rendement de SCPI soit bien sûr supérieur au prêt bancaire, avec pourquoi pas également la prise en compte de la fiscalité. Bon, l'idée là, en fait, c'est pas forcément de chercher des placements les plus profitables, mais c'est d'avoir un équilibre entre placement en actions et placement en immobilier. À titre personnel, j'ai investi un peu plus de 200 000 euros dans des SCPI, donc l'une des 2 SCPI était financée par un prêt bancaire qui se terminera, autour, des années, 2030. Donc c'était un prêt bancaire sur 16 ans. Alors ça me coûte un petit peu tous les mois, de l'ordre de 200 €, mais la bonne nouvelle, c'est que lorsque j'aurai, 60 ans, eh bien, il y aura, 400 € par mois qui vont tomber directement, et de manière plus ou moins automatique sur mon compte en banque. Et la deuxième SCPI que j'ai pris, là, c'est une SCPI en démembrement. Alors le principe du démembrement, c'est que pendant un laps de temps qui peut aller de 10 ans à 20 ans, par exemple, vous investissez une certaine somme. En l'occurrence, je vais prendre un exemple, j'investis 60 000 euros. Grâce à cette somme, vous pouvez acheter une SCPI qui vaut 100 000 euros. Et puis, durant les 10 premières années, eh bien, vous ne touchez aucun loyer. C'est la personne qui a mis les 40 000 euros qui va toucher le loyer pendant les 10 ans. À partir de la 11e année, vous entrez en pleine propriété, de la SCPI. Donc vous avez la propriété et l'usufruit, ce qui fait que derrière, vous êtes complètement propriétaire des 100 000 euros de la SCPI qui vont vous générer, bah, par exemple ici, 400 € par mois. Donc, j'avais fait une vidéo, hein, sur les SCPI, vous pouvez regarder sur, ma chaîne, vous tapez SCPI, vous allez retrouver, la vidéo détaillant mes investissements en SCPI. Voilà, donc on va chercher au travers des SCPI, plutôt un équilibre, par rapport à un niveau de risque qui peut être supérieur lorsqu'on investit sur les actions ou les ETF. La troisième stratégie, donc on va conserver les 2 premiers points avec une répartition donc 40 actions ETF, 40 SCPI. On va rajouter de la crypto-monnaie, 10 et on va rajouter 10 d'autres placements. Alors je vous ai mis ici un exemple de crypto-monnaie. Donc moi actuellement, je suis plutôt dans la stratégie 2 et puis je vais m'orienter vers la stratégie 3, notamment en complémentant mon patrimoine au travers de la crypto. Donc là aussi, j'ai fait une vidéo sur les investissements, mon projet d'investissement en crypto. Donc j'attends encore un peu, on est peut-être à la fin d'un bull run, j'attends une consolidation et très certainement, je rentrerai uniquement sur la crypto BTC, donc le Bitcoin, qui est la référence en termes de crypto. Sur la partie autre, alors aujourd'hui, ce n'est pas une question
que je me suis posées, mais vous avez par exemple la possibilité d'investir dans des cartes. Vous avez ici un exemple de carte Pokémon, il y a un marché, vous pouvez acheter et revendre des cartes. Donc, ça peut être une source effectivement de plus-value non négligeable. Alors j'ai pris l'exemple des cartes, ça peut être également l'exemple des montres, ça peut être l'exemple des vins par exemple. Vous pouvez acheter des vins en primeur, les garder quelques années, puis ensuite les revendre avec une belle plus-value. Ça peut être également les œuvres d'art, mais alors là, ça demande à la fois une bonne connaissance du marché et puis sans doute, qu'il faut être également, aidé par des professionnels, qui, connaissent très bien la cote et la manière dont, la cotation, des artistes évolue dans le temps. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardée. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous vous retrouvez dans l'une des 3 stratégies et puis pour ceux qui veulent aller plus loin, donc j'ai 2 abonnements, abonnement premium et premium plus. Je vous laisse découvrir le contenu des abonnements. Vous allez sur le site investirsurlelongterme.com. Vous avez une description complète de ces 2 abonnements. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.